Bon, vous aviez tort, non. J'avais tort, vous aviez raison, ça me fait chier de l'admettre, mais j'avais tort. La théorie selon laquelle Caraba la sorcière a été victime de ce que vous savez, eh ben elle est vraie, c'est pas une théorie. Plusieurs de vos commentaires ont insisté sur le fait que ce n'était pas qu'une simple théorie. Alors, j'ai fait mes recherches et il s'avère que c'était vrai. J'ai juste mal fait mon taf. Michel Oslo a confirmé que l'épine empoisonnée dans le dos de Caraba était une métaphore pour représenter le mal que les hommes font aux femmes, et plus précisément, un ce que vous savez collectif. Quant à mon erreur, c'était de sortir cette vidéo sans réellement faire de recherche. Je me basais que sur mes connaissances, et je dois admettre que c'était une grossière erreur. J'avais tort et ça montre à quel point vous êtes des hommes et des femmes de culture. Et je suis fier de vous. Je suis très fier de vous. Alors, je vous apprends rien du coup quand je vous dis que beaucoup trop de gens ne connaissent pas Michel Oslo. On parle littéralement d'un homme qui a changé la culture du cinéma d'animation en France. On parle de l'équivalent de Miyazaki ou d'un Disney français. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Un homme blanc qui a bouleversé tout un pays avec un film centré sur un enfant noir complètement nu et une sorcière aussi méchante que magnifique. Et vous voyez, je n'ai même pas besoin de mentionner le nom du film, que vous savez déjà de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et pour pondre un tel chef-d'œuvre, il faut être soit culotté, soit visionnaire. Michel, c'est les deux, en même temps. Avant Kiriko et la sorcière, en termes de succès, l'animation française c'était un champ de betteraves en hiver. Et pendant longtemps, ça ne bougeait pas. Et pourtant, ce ne sont pas les bangers qui manquaient. Entre Planète Sauvage, Le Roi et l'Oiseau, ou même les films Astérix. Et puis bon, faut dire la vérité, la plupart des films d'animation français, c'était un peu des ovnis expérimentaux quoi. À l'époque, l'État filait des miettes, une misère, et il laissait les artistes galérer avec les moyens du bord. Et en plus de ça, l'animation française vivait dans l'ombre des géants ricains et japonais. Bah ouais, les Américains cartonnaient avec Disney, et les Japonais avaient déjà Astro Boy. Et c'est seulement dans les années 2000 que Kirikou débarque. Une vraie claque artistique et politique. Évidemment que c'est politique. Il y a tout un contexte culturel et racial dans lequel le film de Kiriko la sorcière est sorti. Après le carton de Kiriko la sorcière, tonton Michel ne s'est pas reposé quoi. Il a enchaîné avec Kiriko et les bêtes sauvages, Prince et Princesse, et surtout Azur et Asmar. Et là je vous vois déjà arriver, Azur et As quoi? Oui, parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'Azur et Asmar. Une œuvre tellement belle que même ceux qui détestent les dessins animés ferment leur bouche et regardent. Donc, pour les retardataires, il est encore temps de vous racheter. Même si, soyons clairs, je vous méprise un petit peu là, je vous cache pas. Alors oui, c'est vrai, l'animation peut sembler un peu rigide aujourd'hui, mais franchement, ça n'enlève rien à la magie du film. Tu es un grand maintenant. Que veux-tu faire de ta vie? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des djinns. Mais voilà, personne ne sait réellement, personne n'a vraiment creusé. Parce que pour les gens, Michel Oslo, c'est juste cet homme qui a fait Kiriko la sorcière. Ça s'arrête là, point barre. Voilà, c'est le génie spontané, sans parcours, sans contexte, sans histoire. Sauf que c'est pas vrai. Michel est longtemps resté dans l'ombre. Il a connu des années d'échecs et de galères à bricoler un film avec du papier de pâtisserie. Et ça, pour moi, déjà, c'est un exploit. Ce bonhomme vient de très loin. Il a traversé la misère esthétique à pied. Rien qu'à voir les films avec lesquels il a commencé, des films franchement pas beaux, enfin limite moches, genre La légende du pauvre bossu. T'as une princesse perchée sur un trône inatteignable, et tout en bas, il y a un pauvre bossu qui veut juste lui offrir une fleur. Là, on est sur un geste mignon, innocent, et pourtant le bossu se fait monter en l'air. Il se fait démonter la colonne vertébrale, il se fait piétiner comme un paillasson, et comme si ça suffisait pas, on lui plante un couteau dans le dos. Et c'est à ce moment que le bossu nous dévoile son plus beau secret. Sous sa bosse, il y avait en fait des ailes d'ange, des ailes cachées qui, une fois déployées, ont révélé sa vraie nature, dans toute sa splendeur. Rien à voir avec le pauvre bossu du début. Et cette beauté, lui a permis de séduire le cœur de la princesse. Mais pas le cœur des autres, parce que malgré sa nouvelle apparence, ils veulent toujours le buter. Parce que dans ce monde, soit t'es moche et tu déranges tout le monde, soit t'es beau et tu déranges quand même. Et c'est là que l'histoire dit merde. Le beau gosse s'envole dans le ciel avec la princesse dans les bras, et il laisse derrière eux tous les problèmes du monde. Tout ça pour dire que ces premiers films qui étaient clairement moches et fauchés, il n'y avait pas de thunes, ça posait déjà les bases. Michel Oslo ne cherchait pas à faire du Disney, il ne cherchait même pas à faire des contes pour enfants. Lui, il proposait plutôt des contes méchants pour adultes, des contes un peu crades, un peu cruels, mais toujours avec une certaine grâce. On va dire ça comme ça, je fais ce que je peux. On ne dirait pas comme ça, mais grâce à ce film, Michel Oslo a remporté un César du meilleur court-métrage d'animation à l'époque. Et pourtant, son compte en banque est toujours aussi sec. Et là, faut se dire qu'il n'en était pas à son premier trophée. C'est avec le film Les Trois Inventeurs que Michel Oslo décroche son tout premier prix.
Un film qui parle de 3 inventeurs, une femme, un homme, une petite fille qui fabriquent de belles machines toutes belles. Pas des engins qui explosent dans tous les sens, on n'est pas dans le cliché, pas de robots géants, pas de missiles. Là on est plutôt sur de belles inventions douces et délicates, comme cette montgolfière là, ou même ce gigantesque outil à tricoter, enfin je crois que c'est ça. Là, on est sur des machines qui servent à rêver, l'utilité, la douceur. Et comme d'habitude, le reste du monde ne comprend rien. Le peuple regarde nos 3 inventeurs comme des sorciers. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils pètent tout. Ils écrasent, voilà, ils les écrasent comme des cafards. Les machines sont détruites et la maison part en fumée. Et à la fin, il ne reste rien. La société, quand elle ne comprend pas, elle casse. Et bien souvent, les rêveurs finissent sous la botte des cons. Un peu comme Michel Oslo finalement, qui se sentait un peu incompris avec un total manque de reconnaissance et des gens qui ont toujours cherché à saboter ses projets. Kiriko et la sorcière est le meilleur exemple. Le film a failli être saboté, on a failli se coltiner un film raciste de personnages noirs avec des grosses lèvres, des grosses fesses et des grands pieds. Et le premier qui me dit que c'est la réalité dans les commentaires, je l'encule. Mais bref, c'est pas le sujet, on en parlera dans une autre vidéo. Donc pour ne rien rater, abonne-toi à la chaîne. Rapproche-toi. Tiens. Clique. Donc là, vous commencez à comprendre que Michel Oslo, c'est un rescapé. C'est un mec qui a beaucoup souffert. Le gars, c'est un rescapé des studios qui ont fermé. On lui a sabordé des projets. Saccagé, tu vois. Parce que Kiriko, ça a failli être un film de raciste, hein. Je te le dis, hein. Ils ont failli niquer Kiriko. Il y a des projets qui ont disparu, donc il a travaillé pour rien. Il a souffert. On est au début des années 80, Michel Oslo rêve plus qu'il ne produit. Et quand il produit, c'est souvent pour rien, ou presque. On a l'exemple parfait avec son projet Fantôme, intitulé Les filles de l'égalité, qui d'après les archives et mes recherches, le film était censé être une compilation de mini-contes féministes, dans un format théâtral, avec les fameuses ombres chinoises, un peu comme Prince et Princesse, qui arrivera bien plus tard. Dans ce projet, Michel Oslo voulait mettre en avant des filles et des femmes courageuses et libres, dans des contextes où elles renversent les règles imposées par des figures patriarcales, comme des rois, des sorciers, des chefs de tribu, enfin voilà quoi, des hommes qui dirigent. Mais le projet a été cannibalisé. Alors je m'explique. Certaines histoires prévues pour ce film sont réapparues dans d'autres projets, comme dans Les Contes de la Nuit ou même Cinécie. Michel Oslo continue de réfléchir à de nouvelles histoires et c'est ainsi qu'il pense à une nouvelle série de courts-métrages. Donc on peut dire que son projet n'est pas réellement mort. C'est plus une œuvre à laquelle on a redonné vie à travers d'autres œuvres. Une œuvre tellement puissante qu'on a pu la dispatcher un peu partout. Et j'imagine que l'épisode Le manteau de la vieille dame, présent dans la série télévisée Cinécie, devait en faire partie. L'épisode met en scène une vieille dame qui martyrise un caïd qui voulait la racketter. Ce qui rend cet épisode particulièrement savoureux, c'est le retournement de pouvoir. Le voleur, un homme sûr de lui, qui pense que la partie est gagnée d'avance. Il voit une vieille dame toute courbée, il se dit que ça va être facile quoi. Sauf que cette vieille dame en particulier n'a pas besoin de force, puisqu'elle a toute sa tête. Elle utilise son habileté divine pour le manipuler. Mais pourquoi vous arrêtez-vous dans cet endroit désert? Bon, la vieille, tu descends, tu me donnes ton manteau et tu rentres à pied. Comment? Fais pas comme si t'avais pas compris. Non! Comment? Desserrer vos jambes! Vous allez me casser les côtes! Que s'est-il passé? Il se trouve que le ciel m'a doté d'une force peu commune. Cet épisode est la preuve que Michel Oslo n'est pas ce personnage arriéré qui pense que les femmes sont des princesses qui doivent être sauvées par des hommes qui sont des princes. J'ai bien peur que pas mal de gens cataloguent Michel comme un vieux sexiste, simplement parce qu'il aime mettre en scène des princesses et des princes. Oui, ce sont des figures classiques et parfois ça peut sonner un peu cliché, mais ce ne sont pas le cœur de son travail. Michel écrit comme ça lui vient, ses histoires sont brutes, spontanées et pas besoin de corriger ses récits pour les rendre plus actuels, chose que les studios comme Disney ont encore du mal à comprendre. Ils préfèrent détruire nos contes d'enfance pour les adapter à tout prix à l'air du temps, un peu comme Blanche-Neige quoi. Si on veut d'autres représentations, on peut aussi créer d'autres histoires à côté. Le manteau de la vieille dame en est la preuve. Michel Oslo, c'est un dinosaure. Le mec a traversé les époques avec pour seule arme la patience et un amour maladif pour la création. C'est pour ça que je voulais vous partager un savoir. Comment cet homme, qu'on aurait très probablement pu croiser comme caissier chez Franprix, est devenu l'un des plus grands conteurs de l'animation dans le monde entier. Et pour comprendre le personnage, il faut connaître son histoire. Entre guillemets. Michel Oslo n'est plus tout jeune. Il naît en 1943 à Villefranche-sur-Mer. Mais pas le temps de bronzer sur place puisque ses parents bouclent leur valise direction l'Afrique. Et plus précisément en Guinée. Tu peux oublier les croissants, le camembert et laisser place à la sauce arachide, pour ceux qui connaissent. Le petit Michel, il observe, il écoute, il absorbe tout ce qu'il y a autour de lui. C'est une éponge du merveilleux. Et dans sa tête, ça commence à péter comme du popcorn au beurre salé par l'imaginaire. Plus tard, il dira lui-même que c'était l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Une sorte de paradis sur terre. Mais comme on dit au village, même le meilleur mafé finit toujours par refroidir.
1958, la Guinée devient indépendante et les Français, notamment Michel Oslo, tout juste adolescent, sont forcés de rentrer chez eux. Mais Michel atterrit à Angers et là, rechangement d'ambiance, fini le soleil, bonjour le ciel gris et les regards fermés. Qu'on soit bien clair, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel lui-même. D'accord? Je n'ai rien contre la France, je ne suis pas le Zemmour africain. Pourquoi ça me fait rire ça? Mais Zemmour c'est un Africain en plus. Ouais. Zemmour c'est un Africain. Ouais. Bref, à ce moment, Michel perd tous ses repères jusqu'à ce qu'une chose le raccroche au monde, le dessin. Il se met à crayonner tout ce qu'il a dans la tête. Et là dans sa tête ça clique. Il comprend que c'est ça sa vocation. Et c'est de là que tout démarre. Michel Oslo enchaîne les études artistiques. Mais lui, ce qu'il veut vraiment, c'est faire de l'animation. Il propose même de créer des ateliers d'animation, mais ironie du sort, ils sont toujours acceptés après qu'il soit parti. Est-ce qu'il est visionnaire? Est-ce qu'il est poissard? À vous de me le dire. Il file ensuite à Los Angeles, dans les années 60, en pleine effervescence créative. Il touche à tout, pub, graphisme, photo, mais malgré le feu d'artifice artistique omniprésent dans le pays, il sent qu'il manque ce petit truc en plus là, la magie, celle qui le fait vibrer. Et j'imagine que c'est à cause de leur mentalité très billet vert d'abord et l'art ensuite, parce que là-bas, tout sent le marketing à planer. Vous pensez que Disney vous aime? Enfin, franchement. Alors il décide de rentrer au pays. Sauf que c'est le service militaire qui l'attend. Mais on peut dire que Monsieur Oslo a du bol. Il se retrouve à faire des films d'animation pour l'armée, il réalise des films top secrets, et en sortant de l'armée, même lui n'a jamais pu revoir ce qu'il avait produit. C'est après son service militaire, dans le début des années 70, que Michel décroche son premier job. Il rejoint une petite boîte d'animation pour bosser sur les aventures de Gédéon. Les aventures de Gédéon, c'est une série télévisée adaptée des livres de Benjamin Rabier, le même homme qui a inspiré La Vache qui rit. La vache qui rit, le fromage à part. Mais bref, c'est pas le sujet. Revenons plutôt à la volaille Gédéon. Un vilain petit canard qui n'a jamais cherché à devenir un cygne et qui a préféré rester lui-même, avec sa propre manière un peu bancale mais sincère de traverser les galères. Alors la série n'a pas forcément de sens, d'accord? Elle est un peu brouillon, ça n'a ni queue ni tête, c'est un peu ringard, c'est un peu gênant. Mais c'est assumé. Et c'est tout ce qu'on demande en vrai. Je vous ai sélectionné 2 de mes épisodes préférés. On a celui dans lequel le reflet de Gédéon traverse un moulin à eau pour apparaître dans le monde réel. Et comme si ça ne suffisait pas, tous ces autres reflets suivent le même parcours jusqu'à ce qu'ils soient des milliers. Une sorte d'invasion de clones aquatiques réalistes. Enfin... Qui suis-je? Ne cherchez pas de logique, il n'y en a pas. Je vous ai prévenu. Mon deuxième épisode préféré, mais qui est en fait mon premier épisode préféré, c'est celui où Gédéon fait picoler un crocodile jusqu'à ce que ce dernier soit complètement torché. Tout ça juste pour libérer ses potes qui étaient coincés dans le bide du crocodile. Le croco, complètement ivre, se met à voler. Les aventures de Gédéon, c'est littéralement cette animation faite avec 2-3 bouts de ficelle. Les personnages sont dessinés avec des formes très simples, les décors sont plats et les mouvements donnent cette impression de marionnettes en papier découpé. Dans un mini-documentaire, Michel Oslo nous dévoile le secret derrière l'animation de Gédéon. Il peut dire des choses différentes parce que le bec bougeait. Il y avait aussi d'autres petites simplifications de papier découpé. On enlève l'œil et il est fermé. Et ça fonctionne, puisqu'il y a 60 épisodes, chacun durant environ 5 minutes. Donc là, vous avez très exactement 300 minutes à rattraper. Ça va, c'est faisable. Mais voilà, la boîte qui produisait tout ça finit par mettre la clé sous la porte. Parce que comme expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, l'animation française galérait énormément dans les années 70. Michel Oslo se retrouve une deuxième fois au chômage, si on considère que son service militaire était une expérience pro. Il décrira lui-même cette période de chômage comme pathétique et humiliante. Mais Oslo n'est pas du genre à rouler en boule sous sa couette. Il sort ses économies et il mise tout sur lui-même. Quitte à galérer, autant galérer pour ses propres rêves. Il s'isole, en profite pour développer sa patte, il touche un peu à tout, souvent tout seul, ou presque, jusqu'en 1980, avec la sortie de son film que vous connaissez déjà, Les Trois Inventeurs, qui est un projet profondément personnel. Michel Oslo reçoit des prix de partout, il est applaudi, il est acclamé, c'est le succès, la vie rêvée. Mais il n'y a pas d'argent. Alors il sortira plusieurs projets, comme Les Vœux, sorti en 1974, qui comme son nom l'indique, parle d'un couple qui fait 4 vœux, qui ne tournent pas forcément comme prévu. C'est l'un des rares films de Michel Oslo où la femme à l'écran n'est pas jolie. Non, enfin, elle est carrément moche en vrai, avec un sale caractère, et c'est volontaire. Ça casse le cliché de la princesse à peau de pêche là. Ici on ne parle pas de beauté féerique, on parle du désir, de frustration, et même de SEX. C'est cru,
c'est vrai, c'est court aussi, et ça fait le boulot. Malheureusement, il y a très peu de visuels sur le projet. Mais avec le peu de miettes que j'ai pu récolter, je peux m'avancer en disant que c'est l'un des rares projets qui sort réellement du lot. Si on compare avec d'autres de ses œuvres, comme la série télé La Princesse Insensible, qui ressemble déjà un peu plus à ce que l'on connaît de Michel Oslo. La série raconte l'histoire d'une princesse qui passe ses soirées à voir défiler des princes. Voilà, chacun essaie de la séduire avec des tours plus ou moins impressionnants, mais le problème c'est que la princesse reste de marbre. Mais heureusement pour les prétendants, en échouant, ils ne sont pas exécutés. La mini-série tient cette ligne jusqu'au 13e épisode, où un petit prince lui file une paire de lunettes, la princesse écarquille enfin les yeux, et là, magie de l'histoire ou magie du théâtre, elle voit enfin tout ce qui l'entoure. En fait, elle n'était pas insensible, elle voyait juste rien, et du coup elle avait besoin de lunettes. Donc le message est cool, d'accord, mais on a surtout l'impression qu'elle n'avait pas de cerveau. S'ensuit un mariage, plus un spectacle final avec tous les prétendants qui se sont cassés le cul à essayer de l'impressionner là. D'ailleurs, Michel Oslo en profite pour faire un petit clin d'œil à Gédéon dans cet épisode. Voilà, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et pour clôturer ce chapitre, j'aimerais vous parler de ce qui est, selon moi, le papa spirituel de Kiriko la sorcière. Dans Le Prince des Joyaux, on a déjà la recette. Un petit garçon malin, une princesse inaccessible, et un méchant vilain marchand, ou un marchand vilain méchant, ou un méchant marchand vilain. Bref, l'ambiance est 1001 nuits, version théâtre d'ambre, et pour ceux qui ne voient toujours pas le parallèle à Kirikou, tu changes des costumes, ou tu les retires, tu remplaces les dômes orientaux par des cases africaines, et tu as Kirikou. Même schéma narratif, un enfant minuscule mais équipé d'un cerveau nucléaire, qui se coltine à lui tout seul les figures d'autorité. Dans les deux cas, Oslo fait le même pari que le petit innocent, le trop faible pour qu'on le prenne au sérieux, va réussir là où les grands se plantent. Il nous explique qu'on peut vaincre par la ruse, par la parole, par la persistance et non par la force. Et dans ces deux films, on retrouve cette obsession pour les bijoux. Dans Kirikou et la sorcière, faut bien le dire, les bijoux sont au cœur de l'histoire. Avant que Karaba ne martyrise le village, les habitants vivaient dans l'abondance. Or, parure, richesse, et elle leur a tout arraché. Elle leur a tout pris. Rendez-vous bien compte. Karaba est tellement possédée par ces objets qu'à la fin du film, elle sort elle-même de sa case, chose qu'elle ne fait jamais, pour aller récupérer les bijoux que Kirikou lui avait volés. Enfin, même si c'est pas vraiment du vol, il a récupéré ce qui était à sa famille. Il les a ensuite enterrés sous terre, comme un appât, un piège quoi, et ça marche. Elle mord à l'hameçon. Kirikou. Tout ça pour vous dire que les bijoux ne sont pas juste des objets dans l'histoire, ce sont des révélateurs. Ils exposent l'avidité de Karaba, sa faille, là où elle a perdu son humanité en fait. Et c'est ce qui permet à Kirikou d'exécuter son plan avec succès. Dans Le Prince des Joyaux, c'est pareil. Les bijoux, c'est le nerf de la guerre, toute l'intrigue tourne autour d'eux. Le petit garçon est amoureux de la princesse, mais il ne peut rien lui offrir. Et dans ce monde-là, si t'as pas de joyaux, donc si t'as pas d'oseille à lui filer, eh ben t'es invisible. Alors il part à la recherche des joyaux, il en trouve, et c'est ce qui déclenche tout. La quête, la convoitise, la trahison. Le gamin, lui, il cherche les joyaux juste par amour, alors que le marchand les veut juste pour le fric, pour dire qu'il brille quoi. Et comme Karaba, il en devient esclave. Que ce soit Karaba ou le marchand, ces deux personnages courent après une chose qui les contrôle plus qu'ils ne la contrôlent. Vous gombergez un peu là, ça va? Je sèche trop fort. Je pense que j'ai assez parlé, du coup on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Michel Oslo? Voilà le tableau. Un mec parti de rien, un maniaque du détail, obsédé par le beau et le différent. Moi, c'est ce que j'appelle un vrai. Il est pas du genre à suivre les modes ou à recycler les recettes à succès. Voilà, il n'a pas attendu qu'on lui ouvre la porte, il l'a enfoncé de lui-même avec patience et précision. Et surtout, beaucoup d'acharnement. Et rien n'était fait au pif, tout était chirurgical. Là où d'autres tentaient de cacher le vide artistique derrière des explosions ou des effets plus ou moins stylés, Michel Oslo racontait des histoires profondes sur l'amour, le pouvoir, la liberté et même le racisme. Et il tiendra cette ligne jusqu'en 1998, année où débarque un banger qui va bouleverser non seulement sa vie et celle du cinéma d'animation français. Oh, c'est qui? Kirikou. Il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. C'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle t'a plu, alors abonne-toi. Si t'es pas bête, sois intelligent. Surtout que c'est gratuit, ça t'empêchera pas de kiffer. Et désolé pour toute cette année d'absence. J'avais besoin de prendre un peu de recul sur la situation, de vivre certaines choses, me poser les bonnes questions, mieux travailler mon contenu. Désolé aussi, j'ai pas pu parler de toutes ces œuvres à Michel Oslo. J'ai dû synthétiser au maximum pour que la vidéo soit digeste. Donc m'en voulez pas et de toute façon, on rattrapera ça la prochaine fois. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. On se dit à la prochaine. C'était La Couleur.